L'air dans le cabinet de Maître Leclerc était lourd, saturé de l'odeur du vieux cuir, du papier notarié et d'une attente glaciale. Les rideaux de velours bordeaux étaient tirés, projetant une lumière tamisée qui ne parvenait pas à masquer la tension palpable. J'y étais assise à lit, écart, sur un fauteuil trop ferme, face à mon frère Robert, qui occupait le centre de la table imposante comme s'il était déjà le maître des lieux, affichant un sourire figé qui me donnait des frissons. Autour de nous, quelques tantes et cousins observaient la scène, leurs visages masqués par une neutralité prudente, mais je savais que leur silence était rempli de jugements invisibles. J'avais toujours su que le testament de père ne serait pas juste. Durant des années, j'avais été l'ombre discrète, celle qui prenait soin de lui sans bruit, tandis que Robert, l'héritier désigné, dirigeait nos entreprises familiales avec une arrogance croissante, s'assurant que mon père ne voit que son succès bruyant. Le mépris silencieux de Robert à mon égard était une atmosphère que je respirais depuis l'adolescence. Je, N, était pas la femme d'affaires, J, était la sensible E, le artiste E, la rêveuse E, des étiquettes douces qui, dans la bouche de ma famille, se transformaient en synonymes d'incompétence chronique. Maître Leclerc, un homme d'une 50aine d'années à la cravate impeccablement nouée, éclaircit sa gorge. Le son du papier froissé lorsqu'il ouvrit l'enveloppe scellée résonna dans le silence. La lecture commença, lente et monotone, détaillant les actifs considérables que père avait accumulés. Mon cœur se serrait à chaque ligne. Les biens immobiliers les plus précieux, les parts majoritaires de la société de négoce, les comptes bancaires principaux, tout était listé sous le nom de Robert. Il hochait la tête, un air de fausse humilité sur le visage, mais je voyais l'île, étincelle de triomphe dans ses yeux gris et froids. Puis vint mon tour. Un petit appartement en périphérie, quelques meubles sans valeur sentimentale, et une rente annuelle si modeste qu'elle ressemblait plus à une aumône qu'à un héritage. Je serrais mes mains sur mes genoux, sentant la chaleur monter à mes joues. Les murmures se firent plus distincts. Même la famille, habituée aux injustices, semblait surprise par l'inégalité flagrante. Maître Leclerc arriva enfin à la clause qui allait briser le peu de dignité qu'il me restait. Il prit une inspiration plus profonde, comme s'il s'apprêtait à lire un décret royal. Concernant la part résiduelle et l'accès au capital de la société familiale, le défunt a tenu à inclure une clause spécifique concernant sa fille, Élise. Le silence devint absolu, pesant comme du plomb. Je sentais le regard de Robert brûler le côté de mon visage. Maître Leclerc continua, sa voix devenant plus formelle, presque robotique. Il est stipulé qu'N, Élise ne recevra aucune part de la gestion active ou du capital principal, car, et je cite directement les mots du défunt, elle manque cruellement du sens des affaires et de la rigueur nécessaire pour gérer de telles responsabilités. Sa nature, bien que douce, la rend trop incompétente pour assumer la pérennité de notre héritage financier. Le mot terrible. Incompétente. Il frappa l'air comme un coup de fouet. Il n'était pas juste sous-entendu. Il était écrit noir sur blanc, signé de la main de mon père, lu devant toute ma famille. Était l'humiliation publique la plus absolue que j'ai jamais subie. Je sentis une douleur physique, comme si on m'avait arraché quelque chose de vital. Robert ne put se contenir. Il se pencha en avant, son sourire triomphant, se transformant en un rictus condescendant. Il regarda Maître Leclerc, puis fit un balayage lent de la pièce, s'assurant que tous les regards étaient braqués sur moi, Élise, la déshéritée, la jugée. Père a fait preuve de lucidité jusqu'à la fin, déclara Robert, sa voix forte et assurée. Il s'adressait à l'Assemblée, pas à moi. Il faut être réaliste. Élise n'a jamais su gérer ses propres finances, comment aurait-elle pu gérer le patrimoine de la famille? C'est une protection finalement. Une preuve que père, même dans ses derniers jours, a agi sagement pour garantir que tout ne s'écroule pas entre des mains inexpertes. Il fit une pause dramatique, ses yeux se posant finalement sur les miens, une cruauté glacée dans son regard. Soyons honnêtes, Maître Leclerc. Elle est tout simplement trop incompétente pour hériter de la moindre chose de valeur. Était la seule décision possible pour protéger Lou, œuvre de notre père. Les cousines baissèrent les yeux, mal à l'aise, mais personne n'osa protester. Le jugement était prononcé, l'exécution publique achevée. J.R.A. était déclaré publiquement incapable d'exister sans assistance financière, incapable de gérer un héritage qui était dû. Robert m'a humilié, non seulement en s'appropriant tout, mais en utilisant les mots mêmes de mon père pour justifier ma mise à l'écart. Était une blessure qui allait plus loin que la perte financière. Était la négation de toute ma valeur, de tout mon être. La honte m'inonda, chaude et salée, menaçant de faire couler des larmes que je refusais de verser. Pendant une minute éternelle, était qu'une coquille vide, exposée au mépris général. Robert exultait, sa domination totale et incontestée. Mais au lieu de m'effondrer, une froideur inhabituelle s'installa en moi. La douleur se mua en une rage silencieuse, une force que j'avais gardée secrète pendant des mois. Tandis que Robert se pavanait dans son rôle d'héritier légitime et éclairé, mon esprit se concentra sur l'objet qui reposait dans la poche intérieure de mon manteau, l'objet que j'avais glissé là avant de venir. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne dans cette salle ne pouvait imaginer,
c'est que j'avais conservé en secret l'enregistrement des aveux de notre père. Quelques semaines avant qu'il ne s'éteigne, dans un moment de lucidité et de regret, père m'avait tout révélé. Robert l'avait forcé à changer le testament. Il l'avait isolé, menacé de retirer tout soutien financier à l'entreprise s'il n'excluait pas explicitement sa fille. Père, affaibli et craignant la ruine, avait cédé, dictant les clauses cruelles sous la contrainte morale. J'avais l'enregistrement de cette confession, une vérité brute, chuchotée par mon père, prouvant que Robert l'avait manipulée pour me déclarer incompétente et s'emparer de la totalité. Mon regard croisa celui de Robert. Son arrogance était insupportable. Il venait d'atteindre le sommet de son pouvoir, me piétinant devant la famille. Mais il était temps que je prenne ma revanche. Ce haine était pas juste une humiliation, était une trahison, et la trahison appelait la justice, celle que j'avais préparée en secret. Je sentis le petit boîtier rectangulaire sous mes doigts, le contact du métal était froid et rassurant. Le moment était venu. La salle devait devenir silencieuse pour une raison bien différente. Il fallait que tout le monde assiste, non pas à ma chute, mais à la sienne. Je me redressai lentement, forçant mon visage à rester impassible, masquant la tempête qui faisait rage à l'intérieur. Je devais agir maintenant, avant que Maître Leclerc ne referme le dossier. La catharsis que j'avais attendue si longtemps était enfin à portée de main. Mon cœur battait la chamade, non plus de peur, mais d'une détermination glaciale. Je savais que l'onde de choc allait être dévastatrice. J'allais révéler la vérité. Maître Leclerc commençait à plier les documents. Si personne n'a de questions. Je levai la main, un geste discret, mais qui arrêta net le notaire. Tous les regards se tournèrent vers moi, interloqués. Robert fronça les sourcils, agacé par cette interruption inattendue de son moment de gloire. J'ai une question, maître, dis-je, ma voix, étonnamment ferme, coupant le silence comme du verre brisé. Une question, et une clarification concernant la lucidité de mon père au moment de la signature de ces clauses. Robert ricana doucement. Élise ne fait pas de scène. C'est fini. Je l'ignorais. Je me levai. Mon corps tremblait légèrement, mais mon esprit était d'une clarté absolue. Je sortis de la poche mon téléphone portable, connecté à un petit projecteur portable, que j'avais également préparé. Je savais qu'il y avait une prise électrique derrière le fauteuil du notaire. Je me déplaçais lentement, calmement, sous les regards intrigués de la famille. Robert me regardait, un mélange d'agacement et de pitié dédaigneuse dans les yeux. Il pensait sans doute que j'allais me lancer dans une diatribe larmoyante. Il avait tellement tort. Je branchai l'appareil, pointant le projecteur vers le grand mur blanc derrière le notaire, habituellement masqué par une tapisserie ancienne. Écran s'illumina d'un rectangle blanc pur. Robert dit que notre père a agi sagement, continuai-je, m'adressant à la pièce entière. Il dit que j'ai été exclu par mesure de précaution. Or, la dernière volonté de notre père n'était pas celle-là, et je peux le prouver. J'ouvris l'application sur mon téléphone. Était un simple enregistrement audio, mais sa puissance était celle d'une bombe nucléaire. Robert commença à se lever, son visage virant au rouge. « Qu'est-ce que tu fais ? Assieds-toi, Élise !» ordonna-t-il, sa voix perdant son suave pour laisser place à la panique naissante. Je l'ignorais une fois de plus. Je fis glisser mon doigt sur écran, et j'appuyai sur play. Le son cristallin et tremblant de la voix de mon père, amplifié par le projecteur, remplit instantanément la pièce. Ce n'était pas la voix forte et autoritaire qu'il connaissait, mais une voix faible, marquée par la maladie, pleine de chagrin. Père, voix faible, hésitante. Élise, je dois te le dire. Il m'a forcé. Robert m'a forcé à changer le testament. Le silence général qui s'abattit fut instantané et total. Était le silence le plus dense que j'ai jamais entendu. Les tantes et cousins se figèrent, les yeux écarquillés, fixant le mur blanc d'où provenait la voix de l'homme qu'il venait d'enterrer. Robert, qui était à moitié debout, écroula sur sa chaise, son visage désormais livide, la compréhension et la terreur s'y peignant simultanément. Père, voix faible, il a dit qu'il vendrait tout, qu'il ruinerait l'entreprise si je ne t'excluais pas totalement. Il voulait le contrôle absolu, et il a exigé cette clause d'incompétence pour que tu ne puisses jamais contester. Je suis désolé, ma chérie. Il m'a eu par la peur. La voix du père continua, détaillant la pression psychologique, les menaces subtiles et ouvertes utilisées par Robert pour isoler et manipuler un vieil homme mourant. Chaque mot était une balle tirée directement sur le front de Robert, qui ne pouvait plus bouger ni parler. Le masque d'arrogance de mon frère Mel était fissuré, révélant la panique brute. Il se tourna vers Maître Leclerc, cherchant de l'aide, mais le notaire, les yeux écarquillés de choc, ne pouvait écouter. La preuve secrète que j'avais gardée en silence pendant ces mois de deuil et d'attente venait de se déverser dans le sanctuaire de la loi, exposant la vérité sordide que Robert avait si méticuleusement dissimulée. La salle était devenue silencieuse, non pas par respect, mais par la sidération face à la loi, énormité de la trahison. La chute de Robert était en cours, spectaculaire et publique, et personne n'allait pouvoir détourner le regard. Mon cœur, après des années de mépris, se gonflait d'une satisfaction cathartique. J'avais été humilié, mais ce jour-là, tout a changé. J'ai projeté la vérité. Et la justice allait enfin être rendue. J'ai retiré mon doigt de écran,
coupant la voix de mon père à la fin de ses aveux. Elle, écho des dernières paroles flotta dans l'air, accusateur. Robert me fixa, non plus avec mépris, mais avec une haine pure et désespérée. Il savait qu'il était fini. La vérité, gardée si précieusement, avait été révélée devant tous. J'ai retiré mon doigt de l'aile, écran, coupant la voix de mon père à la fin de ses aveux. Elle, écho des dernières paroles flotta dans l'air, si lourd qu'il semblait matériel, accusateur. Le silence qui suivit haine, était pas un vide, mais une saturation. Chaque particule d'air dans le cabinet semblait vibrer de la réverbération de la trahison. La lumière tamisée des rideaux bordeaux ne masquait plus rien. Elle éclairait désormais une vérité crue, brutale. Robert me fixa non plus avec mépris mais avec une haine pure, désespérée, et une terreur qui lui tirait les traits du visage. Il était livide, la couleur ayant déserté ses joues habituellement rubicondes. Il avait les lèvres sèches, et ses yeux gris et froids qui m'avaient toujours jugé, étaient maintenant ceux d'un homme qui réalisait qu'il venait de tout perdre. Il ne savait plus quoi faire, ses mains tremblaient légèrement sur la table de chêne massif, et le son de sa respiration, rauque et rapide, était audible pour tous. Il était fini, et il le savait. La vérité, gardée si précieusement, avait été révélée devant tous. Maître Leclerc, lui, était figé comme une statue de sel. Il avait les mains posées à plat sur le dossier du testament. Les jointures blanches de tension. Son professionnalisme, habituellement inébranlable, était ébranlé par cette intrusion d'une réalité trop intime et illégale. Il était un notaire, un gardien de la loi, et il venait d'entendre la preuve d'une contrainte exercée sur un testateur. Il ne me regarda pas, ne regarda pas Robert. Il fixa le grand rectangle blanc sur le mur, comme si l'enregistrement était encore en cours, cherchant désespérément un protocole pour gérer un tel désastre. Les tantes et cousins se mirent à chuchoter. D'abord des murmures étouffés, puis des souffles plus audibles. J'entendis clairement tante Jeanne, qui avait toujours vénéré Robert pour sa réussite, laisser échapper. « Mon Dieu, quelle horreur !» Leur regard, qui m'avait auparavant jugé pour mon manque de rigueur, Guy, se tournait maintenant vers Robert avec une curiosité malsaine, rapidement teintée de condamnation. Le vent avait tourné, et il soufflait de toutes ses forces sur mon frère. Je m'assis lentement, ma propre main ne tremblant pas cette fois. J'y éteignis le projecteur, et le bureau replongea dans son ambiance sépulcrale. Mais la confession était gravée dans l'esprit de chacun. L'odeur du vieux cuir et du papier notarié me semblait soudain moins étouffante. J'avais respiré à nouveau. Robert réussit enfin à articuler quelque chose. Un son qui ressemblait à un craquement de gorge. Il se pencha en avant, tentant de retrouver le contrôle de sa voix autoritaire. « C'est un montage, Élise !» Ou, cracha-t-il, sa voix tremblante. Il s'adressait à Maître Leclerc et aux autres, ignorant délibérément ma présence. « Une falsification !» Elle est capable de tout pour de l'argent. Père était sénile, il disait n'importe quoi. Je le coupais, calmement, ma voix restant étonnamment douce, presque mielleuse, contrastant avec la violence de l'instant. « Maître Leclerc, dis-je, m'adressant uniquement au notaire. L'enregistrement a été effectué il y a 3 semaines. La date ? » Robert s'est adossé dans son fauteuil en cuir, exhalant un soupir de fausse pitié qui, d'eau, était rien d'autre qu'un ricanement déguisé. Il a ajusté la manchette de sa chemise immaculée, un geste théâtral destiné à souligner sa nouvelle supériorité. Il jouissait de l'instant, savourant chaque seconde de ma détresse forcée, persuadé que j'allais me recroqueviller comme je l'avais fait pendant des années. Ses yeux, habituellement froids, brillaient d'un triomphe mesquin, parcourant l'assemblée pour s'assurer que tout le monde mesurait l'aile, étendue de sa victoire. Il était le fils compétent, le seul digne de la fortune familiale. J. était l'erreur, l'appendice gênant. Tu vois, Élise, a-t-il commencé, sa voix résonnant avec une condescendance forcée, ce n'est pas une surprise. Papa, dans ces derniers mois, a eu le courage de faire face à la réalité. Il a fait une pause, m'offrant un sourire qui m'a coupé le souffle. Soyons honnêtes. Ta librairie ? Elle a fait faillite il y a 7 ans. Tes tentatives d'investissement ? Désastreuses. La gestion, c'est une affaire sérieuse, pas un passe-temps pour âme rêveuse. Chaque mot était un coup de poignard, enfoncé avec précision dans les plaies mal cicatrisées de mes échecs passés. J'avais essayé si fort de prouver ma valeur, mais Robert avait toujours été là, dans l'ombre, pour miner mes efforts auprès de papa. La vérité était que si ma librairie avait échoué, était en grande partie parce qu'il avait fait pression sur nos principaux fournisseurs pour qu'ils me coupent les crédits. Mais cela, je l'avais gardé pour moi. Sa cruauté était totale, et il la déversait maintenant devant nos cousins et nos tantes, qui échangeaient des regards gênés. Laisse-moi te le dire simplement, a-t-il poursuivi, ignorant le léger froncement de sourcils de Maître Leclerc. Tu as toujours été trop fragile, trop sensible pour ce monde d'affaires. La succession, c'est la préservation du patrimoine familial, pas un programme de charité. Il a posé ses mains à plat, sur la table massive, s'appropriant l'espace. Le plus sage serait de t'octroyer une petite rente mensuelle, histoire de t'assurer le nécessaire. Mais ce serait à ma discrétion, bien sûr. La rente. Sa charité. Après des années de dévouement à mon père,
Après avoir passé ces dernières semaines à son chevet pendant que Robert se contentait d'appeler depuis son yacht, j'y était réduite à mendier une aumône. La douleur, que j'avais si longtemps contenue dans ma poitrine, a soudainement atteint son point de rupture. Ce N était plus une simple tristesse, C était une rage froide, une détermination implacable. Les années d'humiliation silencieuse, les repas de famille où Jadji étaient invisibles, les jugements subtils, et maintenant cette exécution publique de ma dignité. Tout cela convergeait vers un seul point. Robert a jeté un regard à Maître Leclerc, puis vers moi, avec un air d'impatience. Bien. Maintenant que le formalisme est respecté, je crois que nous pouvons passer aux détails techniques. Élise, si tu voulais bien nous laisser, Maître Leclerc et moi avons des détails financiers sérieux à régler. Ce sont des choses qui, comme tu l'as compris, ne te concernent plus. Il ne me demandait pas de partir. Il m'ordonnait. Il me chassait de ma propre histoire familiale, me reléguant au statut de spectatrice indésirable. Le silence s'est fait lourd dans la salle, chacun attendant que je me lève docilement pour prendre congé, la tête basse. Mais cette fois, la femme timide et effacée qu'il connaissait était morte. Elle avait été assassinée par la froideur de son propre frère. J'ai senti une force nouvelle parcourir mes veines. Mes mains, qui tremblaient depuis le début de la lecture, sont devenues d'une stabilité étrange. J'ai inspiré profondément, une respiration qui a surpris l'assemblée par sa netteté dans l'air confiné du cabinet. Je me suis levée, lentement, mes genoux ne fléchissant pas, mon regard fixé sur Robert. Non Robert, ai-je dit, ma voix, basse au début, apportée avec une clarté inattendue. Je ne vais pas partir. Robert a levé un sourcil, manifestement irrité par cette résistance inédite. Quoi? Ne fais pas de scène, Élise. Tu es exclue de la succession. C'est la loi. Je ne fais pas de scène, ai-je rétorqué, ma voix se renforçant. Je crois au contraire que je suis au cœur de cette affaire. Toute l'attention de la pièce est braquée sur moi. Maître Leclerc a ajusté ses lunettes, manifestement décontenancé par ce revirement. Mes cousins, qui jusque-là s'ennuyaient poliment, se sont redressés. Était le moment. Le moment où des années de mépris silencieux allaient se transformer en une vérité crue et éclatante. J'ai passé ma main dans mon grand sac fourre-tout, non sans une certaine maladresse étudiée pour paraître naturelle. J'en ai sorti un petit boîtier noir à peine plus grand que ma main, le vidéoprojecteur portable que j'avais acheté spécialement pour ce jour. Puis, j'ai extirpé un minuscule haut-parleur Bluetooth, tout aussi discret. J'ai posé les deux objets sur la table avec un bruit sec. Robert s'est exclamé, un début de panique perçant enfin sa carapace d'arrogance. « Mais qu'est-ce que tu fais ? Range-moi immédiatement cette pacotille, tu crois que c'est un cirque ? Maître Leclerc, faites-la expulser !» Le notaire, visiblement mal à l'aise, a levé la main. « Madame, si vous avez des objections légales, nous devons les formuler. » Le notaire, visiblement mal à l'aise, j'ai ignoré Robert, dont le visage virait au rouge cramoisi. J'ai branché le haut-parleur, puis j'ai allumé le petit projecteur. La machine a émis un léger sifflement mécanique. J'ai pointé la lentille vers le mur libre à côté de la cheminée en marbre, un mur tapissé de vieilles gravures de loi. Une lumière blanche et aveuglante a inondé la section de mur, effaçant les images séculaires, créant une toile vierge, prête à accueillir la vérité. J'ai regardé Robert droit dans les yeux, mes propres yeux enfin libérés de la peur qui m'avait étouffé. Le sourire arrogant avait disparu de son visage, remplacé par une confusion anxieuse. Il sentait que quelque chose d'irréversible était en train de se produire, mais il ne pouvait pas encore identifier l'arme. Avant que nous terminions, Robert, ai-je dit, ma voix résonnant avec une autorité que je ne m'étais jamais connue, j'ai une dernière volonté de papa à partager avec vous tous. Celle qu'il a exprimée juste avant de ne plus pouvoir parler. J'ai sorti de ma poche mon téléphone, le tenant fermement, le doigt prêt à appuyer sur l'icône de lecture. Robert a tenté de se lever, mais Maître Leclerc l'a retenu d'un geste ferme, le notaire étant trop curieux et professionnel pour laisser l'ordre s'effondrer sans comprendre. « Ne fais pas ça, Élise !» a craché Robert, mais son avertissement est arrivé trop tard. Mon doigt a appuyé sur la commande. Le projecteur a affiché une image fixe, l'intérieur faiblement éclairé de la chambre d'hôpital de notre père, quelques semaines avant sa mort. Puis, le son a craqué, un grésillement faible et distant, amplifié par le petit haut-parleur, qui a instantanément rendu l'atmosphère plus intime et plus menaçante. Le silence dans la salle est devenu absolu. Un silence si dense qu'on aurait pu entendre la poussière tomber des rideaux de velours. Puis, la voix. La voix de notre père. Étrangement faible, érodée par la maladie mais reconnaissable, remplissant l'espace feutré du cabinet. Robert est parti. Il croit que je dors. Un murmure a parcouru l'assemblée. Maître Leclerc s'est penché en avant, ses yeux plissés pour mieux entendre le murmure fragile. La voix du père a repris, plus difficilement, chaque mot étant une lutte contre la faiblesse. Je dois le dire, Élise. Je ne voulais pas signer ça. Je ne voulais pas te retirer ta part. Tu as été la seule à rester. Robert a poussé un grognement, essayant de se lever, mais l'onde de choc l'avait cloué sur place. Il a pointé du doigt écran, balbutiant. C'est un faux, c'est un montage, Élise, tu ne peux pas. Lakni, Hartway. Écoutez,
ai-je dit sèchement, coupant court à sa panique naissante. La voix de papa a continué, portant l'indicible. Robert m'a forcé. Il a menacé de me laisser seule, sans aucune aide, si je ne changeais pas le testament. Il a dit qu'il ne paierait plus mes soins si je ne lui donnais pas la totalité de la société. Le choc s'est propagé comme une décharge électrique. Menace de négligence. Coercition testamentaire sur un homme mourant. Ce N était pas seulement une affaire de famille. Si, était un crime. Le visage de Robert est devenu blanc, d'un blanc spectral, trahissant une peur profonde et instantanée. Il avait tout perdu en une seule phrase murmurée. Maître Leclerc, qui avait l'habitude des drames familiaux, était visiblement secoué. Il a sorti un mouchoir et a essuyé la transpiration qui perlait sur son front. Les autres membres de la famille étaient figés, les yeux écarquillés, assistant à la chute vertigineuse de l'héritier triomphant. J'ai eu peur, ma fille, a poursuivi la voix de papa, pleine de remords. Je ne voulais pas mourir seule. Il a profité de ma faiblesse, il m'a dicté les termes. Le son est devenu plus faible, la respiration plus courte. Élise doit savoir la vérité. C'est le seul moyen de réparer l'injustice. Il a menti, il t'a toujours méprisé, mais il ne mérite pas ça. Un silence encore plus profond a suivi la fin de l'enregistrement. Le petit haut-parleur, ayant rempli sa mission dévastatrice, s'est tu. Seul le léger bourdonnement du projecteur persistait, éclairant le mur de marbre comme un projecteur braqué sur la scène d'un procès. Robert s'est finalement levé d'un bond, projetant sa chaise en arrière dans un fracas. C'est un faux! C'est une diffamation! Je vais te poursuivre, Élise! Tu vas le regretter! Sa voix nain était plus celle de l'homme d'affaires triomphant, mais celle d'un homme acculé, hurlant sa panique. Non, Robert, ai-je dit calmement, sans bouger. Je me suis penché, et j'ai éteint le projecteur. L'obscurité relative du bureau est revenue, mais la vérité, elle, restait gravée dans l'esprit de tous. C'est un enregistrement fait avec l'accord de papa, certifié par un médecin indépendant qui était présent pour l'administrer. C'est la preuve de la coercition que tu as exercée sur lui pour qu'il te lègue tout, alors qu'il était affaibli et terrifié. J'ai posé le téléphone sur la table, le laissant visible pour tout le monde. Ce n'est pas moi qui vais le regretter. Maître Leclerc a repris son souffle, tentant de retrouver son calme professionnel. Il s'est adressé à Robert. Sa voix ferme et judiciaire. Monsieur, si cet enregistrement est authentique, et s'il prouve la pression exercée, le testament devient immédiatement caduc. Nous sommes face à une annulation pour vice du consentement. Non seulement cela, mais les aveux de votre père confirment une manœuvre illégale. Idia! Robert s'est précipité vers moi, les yeux fous. Mais un de nos cousins, un homme corpulent et discret nommé Philippe, l'a intercepté, le retenant fermement par l'épaule. Doucement, Robert. Nous venons d'entendre ton père. Robert se débattait, sa dignité s'effondrant devant tous. C'est elle la folle. Elle a tout manigancé. Elle a volé mon héritage. J'ai ignoré ses cris de déni. Le vrai silence haine était pas le manque de son, mais le choc brutal qui avait paralysé la famille. Il ne me regardait plus comme l'incompétente, mais comme la détentrice de la vérité, celle qui avait finalement exposé la face sombre de Robert, l'idole de la famille. J'ai gardé ce secret pendant plusieurs mois et j'expliquais, ma voix s'adressant à l'assemblée entière. J'ai assisté à la lecture de ce testament, j'ai écouté les mots méprisants de mon frère, j'ai accepté l'humiliation, car je savais que le moment de la justice était proche. Je ne suis pas là pour un héritage. Je suis là pour la dignité de mon père et pour la mienne. Je me suis tourné vers Maître Leclerc, qui me regardait avec un respect nouveau. Maître, je demande l'annulation immédiate de ce testament. Et j'aimerais que les autorités compétentes soient informées de la tentative de coercition et de l'abus de faiblesse sur mon père. Robert, maintenu par Philippe, a hurlé un juron. Son masque sot était totalement brisé. Il était exposé, nu dans sa cupidité, face à la vérité enregistrée de son père. Le silence était total. Ce jour-là, tout a changé. J était enfin libéré. Robert se débattait toujours dans Al, étreinte solide de Philippe, mais Al, énergie de sa rage, se transformait rapidement en une panique suffocante. L'air, qui sentait auparavant le cuir de luxe et l'encre ancienne des documents légaux, était maintenant lourd de l'odeur, âcre de la peur et de la transpiration. Le silence qui a suivi le début de l'enregistrement N était pas un simple manque de bruit, ski était un vide aspiré, un trou noir où l'air lui-même semblait ski, être figé. Sur le mur blanc, au-dessus de la cheminée ornementée, l'image de notre père, vieilli et amaigri, est apparue, projetée par le petit boîtier que j'avais placé discrètement sur la bibliothèque. L'image était légèrement granuleuse, mais sa voix était d'une clarté terrible, capturée dans un murmure que l'acoustique parfaite de la salle de réception rendait presque assourdissant. Je n'ai pas eu le choix, Élise, a commencé mon père, et le son de mon propre prénom prononcé avec cette détresse a percé le cœur de l'assemblée. Tante Hélène a porté la main à sa bouche, un petit gémissement étouffé. Le notaire, Maître Leclerc, s'est redressé, ses lunettes glissant légèrement sur son nez, son expression d'ennui professionnel s'effaçant sous le choc. Le visage projeté de papa a continué, les yeux humides et le regard fixe, ne s'adressant qu'à moi, même s'il parlait à toute la pièce.
Robert Mao. Il m'a fait comprendre. Il m'a dit que si je ne changeais pas la répartition, si je ne te retirais pas la gestion de la société, l'héritage de ta mère, il s'assurerait que la clinique pour enfants que tu soutiens ne reçoive plus jamais de fonds de la fondation familiale. Il savait que était ta vie. Il a menacé de te ruiner, Élise. Chaque mot prononcé par mon père était une pierre lancée contre le mur de l'arrogance de Robert, qui était pétrifié dans son fauteuil. La fausse pitié avait disparu de son visage, remplacée par une incrédulité sidérée, puis par une rougeur montante, violente, qui contrastait avec le blanc immaculé de sa chemise. Était plus le vainqueur suave. Il était un homme pris au piège, regardant son propre crime se dérouler en temps réel. Le notaire a murmuré un mot, coercition. Une syllabe qui a résonné comme un coup de fusil dans le silence général. Le contenu du testament qu'il venait de lire m'a mise à l'aile, écart total, l'humiliation de mon incompétence prétendue était plus la vérité légale, mais le résultat d'une extorsion brutale et éhontée. Robert a fini par bouger. Ce était pas un mouvement de dignité, mais un sursaut de panique animale. Ses mains se sont crispées sur les accoudoirs du fauteuil, le cuir gémissant sous la pression. Il a poussé un rugissement rauque, un son qui n'était pas un mot mais une tentative désespérée d'étouffer la vérité. Éteins ça! Éteins cette mascarade, Élise! C'est une manipulation, un faux! Sa voix était brisée, éraillée, loin de la suffisance calme qu'il avait affichée quelques minutes auparavant. Il s'est levé d'un bond, faisant basculer sa chaise, et s'est précipité vers le projecteur, le visage déformé par une rage et une peur incontrôlables. Mais Maître Leclerc a été plus rapide. Le notaire, habituellement si guindé, a fait preuve d'une agilité inattendue. Il s'est interposé entre Robert et la bibliothèque. Monsieur Robert, veuillez vous asseoir immédiatement. Toute tentative d'interruption ou de destruction de cette preuve sera considérée comme une obstruction à la justice. L'autorité glaciale du notaire a forcé Robert à s'arrêter net, tremblant de fureur, à quelques centimètres seulement du projecteur. Pendant que mon frère était ainsi tenu en échec, les aveux de papa se sont poursuivis, plus poignants encore. J'ai peur qu'il te fasse du mal, ma chérie. J'ai peur qu'il ruine tout ce que nous avons construit. Il est devenu obsédé par le contrôle. Je l'ai fait, Élise. J'ai changé le testament. Mais ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas ce que je voulais pour toi. J'ai tout enregistré, dans l'espoir qu'un jour tu pourras te défendre. Ne laisse pas Robert te faire croire que tu n'es rien. Tu es la plus forte de nous deux. Ces dernières phrases, prononcées avec une tendresse douloureuse par l'image projetée de mon père, m'ont traversé comme une vague de chaleur et de larmes contenues. Il m'avait aimé. Il avait cru en moi. Il m'avait donné l'arme secrète nécessaire pour vaincre celui qui m'avait piétiné pendant des années. La salle était devenue silencieuse, le silence le plus total que j'ai jamais connu, brisé seulement par le sifflement faible et régulier du souffle paniqué de Robert. Toutes les têtes, tantes, oncles, cousins, qui m'avaient regardé avec une pitié condescendante, se sont tournées vers Robert. L'humiliation était plus la mienne. Elle était sienne, absolue, projetée en grand sur le mur de notre propre histoire familiale. Quand l'enregistrement s'est terminé, laissant place à un écran noir, Maître Leclerc s'est tourné vers l'assemblée. Il n'a pas eu besoin de poser de questions. La vérité était nue. Mesdames et messieurs, a déclaré le notaire d'une voix grave et mesurée, en ajustant son col. Compte tenu de la nature de cette preuve irréfutable, qui indique clairement une coercition et une influence indue dans la révision de ce document testamentaire, la lecture est immédiatement suspendue. Ce testament est maintenant considéré comme potentiellement invalide. Il a regardé Robert droit dans les yeux, la sentence tombant comme un coup près. Monsieur Robert, je vous informe que je suis légalement tenu de déposer cet enregistrement auprès des autorités judiciaires pour enquête. Les actions de votre père suggèrent qu'il croyait être sous la contrainte, et que vous êtes la partie responsable. Robert, dont le teint était passé du rouge de la fureur au blanc cendre de la défaite, n'a pu prononcer qu'un seul mot, un murmure de déni pitoyable, non, mais était trop tard. Le non était noyé par les murmures qui montaient dans la salle. Les regards de jugement, autrefois dirigés vers mon manque de compétences, étaient maintenant fixés sur la cupidité et la cruauté de mon frère. Tante Hélène a pleuré ouvertement. Oncle Henri a secoué la tête avec un dégoût visible. Robert était exposé, son empire de mensonges boundless, écroulant en quelques minutes devant les yeux de ceux qu'il prétendait diriger. J'ai désactivé le projecteur, le boîtier émettant un petit clic satisfaisant. Je me suis avancé, mon corps étonnamment léger, débarrassé du poids de ces années de mépris silencieux. Je n'avais pas besoin de crier. La voix de mon père l'avait fait pour moi. Je me suis arrêté devant Robert, qui avait baissé la tête, incapable de soutenir mon regard. Il n'était plus mon bourreau, mais un homme petit, pathétique, dont la soif de pouvoir avait été son propre piège. Tu as dit que j'étais incompétente pour hériter, Robert, ai-je dit, ma voix calme et ferme, une nouveauté que je ne me connaissais pas. Mais il semble que l'incompétence était pas la mienne. Était l'incapacité de papa à te faire confiance sans preuve. Maître Leclerc, réalisant l'ampleur de la situation, a pris la parole pour tenter de rétablir un semblant d'ordre.
Je demande à la famille de quitter la salle. Monsieur Robert, vous restez. Madame Élise. Je vais avoir besoin de votre témoignage immédiat concernant la provenance de cet enregistrement. Robert a été escorté hors de la salle par Maître Leclerc et un assistant, non pas comme le nouveau patriarche de la famille mais comme un suspect dans une affaire d'extorsion. J'ai vu le dos de mon frère voûté, sa posture de supériorité effondrée. Il a jeté un dernier regard par-dessus son épaule, un mélange de haine glaciale et de terreur pure. Ce jour-là, tout a changé. J'avais conservé ce secret pendant des mois, attendant le moment précis où la vérité aurait l'impact maximal. Mon père m'avait donné ma défense, et j'avais attendu l'humiliation publique pour la révéler, assurant ainsi la chute de Robert devant tous ceux qui avaient cru à ses mensonges. J'ai récupéré le boîtier dans ma main, sentant la petite chaleur de l'appareil. Ce N était pas seulement l'héritage de ma mère que j'allais récupérer légalement après l'enquête, ni même la société familiale. Ce que j'avais vraiment récupéré, Kial, était ma voix, ma dignité, ma valeur. En quittant la salle, sous les regards respectueux et horrifiés de ma famille, je N était plus l'aile. Élise effacée et méprisée. Jimmy était Lille. Élise qui avait gardé la vérité en secret. Lille, Élise qui avait projeté la chute de son agresseur. J'avais rétabli la justice pour mon père et pour moi-même. Mon frère avait cherché à m'enterrer. Il n'avait fait qu'alimenter ma résurrection. La souffrance invisible de ces années avait trouvé sa catharsis. J était enfin libre. 17 967 caractères. Tu as dit que j'étais incompétente pour hériter, Robert, ai-je dit, ma voix calme et ferme, une nouveauté que je ne me connaissais pas. Je ne criais pas, je n'avais pas besoin de hausser le ton. C'est, était la voix d'une personne qui détenait la vérité absolue, qui n'avait plus rien à prouver. La distance entre nous, N, était que de quelques pas, mais le fossé créé par cette révélation était infranchissable. Je pouvais sentir l'odeur métallique de sa peur, masquée par le parfum trop puissant de son après-rasage. Son souffle était court, sifflant, comme un moteur surmené. Il ne était plus mon frère, ni mon adversaire. Il était une ruine. Mais il semble que l'incompétence N était pas la mienne, ai-je poursuivi, mon regard ancré dans le sommet de son crâne penché. C'est, était l'incapacité de papa à te faire confiance sans preuve. Cette phrase, simple et tranchante, résumait des décennies de dynamique familiale tordue. Papa avait passé sa vie à essayer de gérer l'ambition corrosive de Robert. Et sa dernière volonté avait été de me protéger de cette ambition, non par une bataille ouverte, mais par cette preuve secrète, enregistrée dans l'ombre de sa propre peur. Maître Leclerc, réalisant l'ampleur de la situation, a pris la parole pour tenter de rétablir un semblant d'ordre. Il était clair qu'il était submergé par la gravité du cas, sa petite réunion de lecture de testament S, étant transformée en scène de crime légal. Il toussota, un son sec qui tentait de masquer le silence assourdissant qui régnait. « Je demande à la famille de quitter la salle », a-t-il déclaré, sa voix retrouvant sa tonalité professionnelle mais teintée d'une tension nouvelle. Il balayait la pièce du regard, insistant sur le fait que la réunion était terminée. Je demande à tous les autres bénéficiaires et témoins de se retirer dans le salon adjacent. Les murmures, qui avaient commencé à se reformer, se sont éteints sous l'autorité du notaire. La famille, soudain transformée en un public gêné et horrifié, a commencé à se lever, les chaises grattant le parquet ciré. Chaque mouvement était lent, mesuré, comme si personne n'osait faire de bruit de peur de briser la nouvelle réalité fragile. Tante Hélène s'est approchée de moi, les yeux rouges et brillants. Elle n'a pas osé me toucher mais son regard exprimait un mélange complexe d'excuses, de honte pour la famille, et d'une sorte de respect forcé. Je l'ai ignoré poliment. Je n'avais pas besoin de leur pitié, et encore moins de leur validation tardive. Maître Leclerc s'est ensuite tourné vers mon frère, sa figure juridique dominant maintenant la pièce. « Monsieur Robert, vous restez, vous êtes une partie essentielle de l'enquête préliminaire. » Puis, il s'est tourné vers moi, le ton s'adoucissant légèrement, bien que toujours formel. « Madame Élise. Je vais avoir besoin de votre témoignage immédiat concernant la provenance de cet enregistrement, ainsi que de l'appareil lui-même pour scellage et analyse. » Il fit signe à son assistant, un jeune homme pâle et nerveux qui avait passé toute la lecture à prendre des notes avec une diligence ennuyée, mais qui se tenait maintenant raide, conscient d'être témoin d'une affaire potentiellement explosive. L'assistant s'est approché de Robert non pas pour l'arrêter, mais pour se placer discrètement à côté de lui, une présence symbolique de la retenue judiciaire. Robert a été escorté hors de la salle par Maître Leclerc et l'assistant. Il ne marchait plus, il était traîné par la force de la situation. Ce N était plus le nouveau patriarche de la famille, l'héritier triomphant, mais un suspect dans une affaire d'extorsion, de chantage moral. La différence était abyssale. J'ai vu le dos de mon frère, voûté, sa posture de supériorité effondrée comme un château de cartes. Il n'avait jamais été un homme physique, mais son arrogance avait toujours été une armure impénétrable. Maintenant il était nu et faible. Alors qu'il passait la porte, il a jeté un dernier regard par-dessus son épaule. Ce regard haine était pas celui que j'avais connu, le mépris condescendant, la pitié fausse. Était un mélange glacial de haine dévorante et de terreur pure.
Il me haïssait non seulement pour ce que j'avais fait, mais pour ce que j'y étais devenue. La dépositaire de la vérité qu'il avait anéantie. Il me promettait, sans un mot, une guerre future. J'ai soutenu ce regard, sans ciller. La peur-haine était plus là. Pendant des années, j'avais vécu dans la peur de lui, de son pouvoir, de sa capacité à manipuler et à détruire. Mais maintenant était lui qui tremblait. Le regard de la haine a été le dernier hommage à ma victoire. La porte s'est refermée derrière eux, laissant derrière elle un silence pesant, plus lourd que celui qui avait précédé l'enregistrement. L'atmosphère de la salle de réception, habituellement fraîche et imprégnée du parfum discret des fleurs coupées, semblait maintenant chargée d'ail, électricité et de l'odeur âcre du conflit non résolu. Seul Maître Leclerc et moi restions. Le notaire s'est éclairci la gorge et a pointé du doigt les 2 fauteuils en cuir restants, invitant à une discussion plus privée. « Madame Élise, nous devons maintenant parler de la logistique de cette situation. » Je me suis assise, le dos droit, la fatigue que j'avais repoussée pendant des mois, commençant à me picoter légèrement dans les épaules, mais mon esprit restait d'une clarté cristalline. « Je suis à votre disposition, Maître Leclerc, » ai-je répondu. Il a sorti un carnet et un stylo, ses gestes redevenant méticuleux et professionnels. « Quand et comment votre père vous a-t-il fait parvenir cet enregistrement ? La crédibilité de la preuve repose sur la chaîne de possession. » J'ai pris une profonde inspiration. Était le dernier acte de protection pour papa. Je devais être précise, inattaquable. Mon père m'a envoyé le boîtier il y a 3 mois, peu après la révision du testament. Il ne pouvait pas me le donner en main propre, sans éveiller les soupçons de Robert, qui le surveillait de très près. Et comment l'a-t-il fait ? Il l'a confié à Madame Dubois, sa femme de ménage, une employée de longue date, en qui il avait une confiance totale. Elle l'a glissé dans un livre que je devais soi-disant rendre à mon père, sans même qu'elle sache ce qu'il contenait réellement. J'ai trouvé ce message manuscrit avec l'appareil. J'ai tendu un petit morceau de papier plié que j'avais gardé dans la poche intérieure de ma veste. Était l'aile, écriture tremblante de mon père. Élise, si le pire arrive, utilise ceci. Attends le bon moment. Ce n'est pas ta faute. Maître Leclerc a pris le billet avec des gants blancs, le lisant avec une gravité solennelle. Ceci est une preuve substantielle de préméditation pour dénoncer la coercition. Il a posé le billet à côté du projecteur. Et l'appareil ? J'ai récupéré le boîtier dans ma main, sentant la petite chaleur résiduelle de l'appareil. Était un objet minuscule, mais il contenait la force d'un cataclysme. Je l'ai donné au notaire, qui l'a immédiatement placé dans un sac en plastique scellé, y apposant sa signature et la date. Cela va être transféré au procureur dans l'heure, Madame Élise, m'a-t-il assuré. Nous sommes en présence d'une situation où l'oncle Robert pourrait être inculpé, non seulement pour tentative d'extorsion, mais aussi pour abus de faiblesse sur une personne âgée. Les conséquences légales seront sévères, indépendamment de la validité finale du testament. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas cherché la vengeance, mais la justice. Et la justice était en marche. Implacable. Maître Leclerc. Mon père m'a laissé cette preuve pour que la vérité soit rétablie. Le testament révisé ne reflète pas ses véritables intentions. L'enquête le confirmera. La preuve est irréfutable. Cela signifie que nous reviendrons très probablement au testament précédent, a confirmé le notaire. En ajustant ses lunettes. Celui de l'année dernière, où la gestion de la société était partagée, avec une majorité d'actions vous revenant, comme le souhaitait votre mère. Ce était pas seulement l'héritage de ma mère que j'allais récupérer légalement après l'enquête, ni même la société familiale. Ces choses étaient des symboles, certes puissants mais secondaires. Ce que j'avais vraiment récupéré, était l'intégrité de la mémoire de mon père et ma propre valeur. J'ai réalisé que l'attente avait été la partie la plus difficile. Pendant des mois, j'avais porté ce secret comme une lourde pierre, attendant le moment précis où la révélation aurait l'impact maximal. J'aurais pu dévoiler l'enregistrement dès la mort de papa, mais Robert aurait eu le temps de minimiser les dégâts, de semer le doute dans l'esprit de la famille, de préparer sa défense. En attendant le moment de son triomphe public, l'humiliation formelle de ma prétendue incompétence, j'avais assuré sa chute devant tous ceux qui avaient cru à ses mensonges. Était une stratégie froide, calculée, que Élise il y a 1 an aurait été incapable d'exécuter. Le notaire a fini de rassembler ses affaires, les documents du testament révisés, étant désormais relégués à Nîmes, état de pièce à conviction. Il m'a regardé avec un nouveau respect, celui qu'on accorde non pas à une victime, mais à un stratège. Vous avez fait preuve d'un sang-froid remarquable, Madame Élise. J'ai juste attendu que mon père,